Attention, la deuxième partie de cet épisode traite de maltraitance d'animaux, donc on comprend si vous voulez pas écouter l'épisode au complet, on préférait quand même vous en avertir. Sinon, bon épisode. Bonjour, bonsoir mes petits fans de plaisir et de connaissances et bienvenue à ce 41e épisode de Petites Obsessions! Wouhou! Mon nom est Hélène et je suis accompagné de mon co-animateur William. Comment vas-tu? Non. Ok, non, je sais pas, j'essaie de quoi de différent. Je suis William et voici Hélène. Ça peut être ça notre intro. Oui, on c'est ça. inverse nos rôles. Exact. Comment ça va, Hélène, aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. Non, je suis trop confus. L'émancipation, la taxe rose, comment ça va? Ouais, c'est ça. J'avais rien à dire qui était comme pas chien ou pertinent. Pas chien. Ben, écoute, Ben non, c'était pas... Je pense que une fois que les micros sont off the record, on va ça avoir va se battre. C'est ça. Mais non, pour vrai, aujourd'hui, si on arrête de niaiser, on a un épisode vraiment intéressant. Épisode historico-bizarre, que je dirais. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, fait que, mais plus précisément, toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui, William Hélène? Merci, Hélène William. Je nous parle de la grande puanteur de Londres. On s'en tient à ça pour l'instant? Ouais. Parfait. Ben moi, je vais te parler du grand massacre de rats de Hanoï. Oh! On voyage aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est international. Mais parlant d'exotisme, ça pourrait être le moment de lancer le générique. Oui, parce que si ça vous intrigue, vous êtes chanceux, ça s'en vient direct après ça. Bon, Will, je dois l'admettre, mon intérêt pour le sujet d'aujourd'hui me provient d'un de mes idoles et bons vieils amis, I wish, Charles Beauchesne. Again and again, he's back in town. Always. C'est qu'à Noël, tu m'as offert son dernier livre sur les pires moments de l'histoire, qui, soit dit en passant, est probablement le meilleur podcast. OK, le livre est le meilleur podcast? Non, les pires moments de l'histoire, c'est le meilleur podcast au Québec. Et puis nous, on est deuxième. Ouais, nous, on est deuxième, là. Yeah. Puis, dans une de ses chroniques, il fait rapidement référence à un événement intitulé La Grande Puanteur ou The Great Stink, qui s'est produit à Londres en 1858. Puis là, je sais pas, on dirait qu'il y a de quoi de cocasse et de drôle dans le combo manque d'hygiène et accent british, fait qu'il fallait que j'investigue. Oui, non, mais juste qu'il y a un événement pour une odeur, c'est que ça doit être spécial. Exactement. En même temps, tu m'étonnes que ça puait. On parle quand même du pays qui a inventé le Stargazy Pie. Je sais pas si tu connais ça. Non, mais surtout articulé comme ça, c'est difficile. Stargazy. S-T-A-R-G-A-Z-Y. Stargazed. Stargazy. Ben oui, mais ça finit avec un Y. Ah, Stargazy? Stargazy. Hey, dites-nous ça dans les commentaires. Bref, peu importe sa prononciation, là, cette tarte est transpercée par des têtes et des queues de sardines qui baignent dans une sauce à base d'œufs durs râpés. Je comprends pas pourquoi ils transpercent au lieu d'être couchés. En tout cas, mais ça, je sais pas, j'haïs tout. Sans blague, là, âme sensible s'abstenir de googler ça ou de célébrer les fêtes de fin d'année dans le sud de l'Angleterre comme ça a l'air d'être l'équivalent de leur tourtière. Mais bref, c'est vraiment très graphique. Anyway, gastronomie et Angleterre, ce ne sont pas deux choses qui vont ensemble. Non, c'est ça. Revenons à nos moutons. Donc, comme je le disais, on est à Londres en 1858. À l'époque, Londres, c'est la plus grande ville d'Occident. On est en pleine révolution industrielle. De plus en plus de gens viennent habiter en ville dans l'espoir de trouver du travail et avoir une vie meilleure, ce qui ne rime pas toujours avec bonnes odeurs. Faut dire que des infrastructures de 1858, ça fonctionne comme des infrastructures de 1858. Broche à foin, là. C'est ça fonctionne pas vraiment. En fait, c'est qu'à l'époque, tous les fleuves qui passent près des grandes villes avaient 3 utilités. Approvisionner la population en eau, y construire un port pour le transport des marchandises, et y déverser nos déchets en tout genre, y compris les eaux usées. Of course. Oui, mes amis, cet épisode va traiter de caca, et la Tamise n'y échappe pas. Ben, c'est sûr que quand tu me parles de puanteur, je m'y attendais un petit peu, là. C'est ça. Puis quand je dis déchets en tout genre, là, c'est vraiment tout. Le fleuve, c'est le dépotoir, le centre de tri et l'éco-centre en même temps. Littéralement comme dans les Simpsons, sauf qu'on n'a pas encore trouvé un poisson qui a ouvert son 3e œil pour nous prédire une crise climatique. Bref, plus qu'une ville s'industrialise, plus elle attire des gens, et plus il y a de monde, plus il y a de gestion résiduelle, parce que non, le zéro déchet, c'est pas trop à la mode à l'époque. Ben encore. voyons.
Mais ça faisait déjà un moment qu'on se souciait de la pollution de la Tamise. En fait, les premières inquiétudes seraient apparues au 17e siècle. Ouais, quand même. Je suis surpris. À l'époque, les maisons étaient dotées de fosses septiques qu'on vidait dans les campagnes environnantes, ce qui permettait de nourrir les sols. Oui, c'est ça. C'était pas un champ d'épuration. C'était du fumier, là, littéralement. C'était redistribué sous les champs. Là. Exactement. Mais avec la croissance démographique vient l'étalement urbain. Autrement dit, les campagnes qu'on utilisait comme dépotoirs deviennent des nouveaux quartiers annexés à la ville et les zones rurales reculent. T'sais, c'est comme nous, notre dépotoir à Montréal, techniquement, il est à Lachenay, mais peut-être qu'éventuellement, Lachenay va faire partir du Grand Montréal, puis ce sera à Berthier. La ville avait donc alors fait construire une centaine d'égouts. Le nombre est monté à 360 un peu avant notre catastrophe du jour. Toujours est-il que 360 égouts, c'est pas assez pour faire le tour du problème. Les eaux usées sont déversées dans le fleuve et les égouts médiévaux sont dans un piètre état. Au début du siècle, ça allait plutôt bien. Là. On a remplacé les infrastructures en bois du Moyen-Âge pour des conduites en fer, fini les anémies et les écharpes dans nos verres d'eau. La vie est belle. Les Anglais ont même inventé la chasse d'eau. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bien beau tout ça, ça fonctionne pour une population raisonnable, mais avec la révolution industrielle, la population explose. On passe d'un peu moins d'1 million d'habitants à plus de 3 millions d'habitants en l'espace d'à peine 50 ans. OK, quand même, c'est comme tripler la population en 50 ans. Exactement. Là. C'est comme si Rouyn-Noranda devenait Sherbrooke ou Berthierville devenait Gaspé, mettons. OK, on reste petit, parce que Berthier, c'est quand même 4000 habitants. Là, oui, non, mais c'est ça, mais pour te dire que ça triple parce qu'il y a 3 fois plus d'habitants à Gaspé qu'à Berthier. Mais c'était pour vous donner comme une échelle de grandeur plus proche de nous. Là. Mais comme effectivement, ça triple. C'est une miniature. Là. Exact. Les infrastructures ne sont donc pas prêtes à accueillir autant de déchets et de caca. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, comme une toilette bouchée, ça déborde. La Tamise est alors polluée de germes, microbes, bactéries et autres micro-organismes avec lesquels on n'a pas vraiment envie de faire ami-ami, si tu vois ce que je veux dire. Tellement que les Anglais surnomment le fleuve la Monster Soup, donc la soupe de monstre. Tu sais, les gens, là, quand même, sont pas scaves en 1858. Ils savent qu'ils devraient pas nécessairement boire cette eau-là parce qu'elle est brune. Non, s'ils tiennent un tant soit peu à leur vie et à leur santé digestive. Ils le savent, ça. Mais ils savent pas pourquoi. Ils pensent que les maladies comme le choléra, qu'on connaît pas encore vraiment à l'époque, là. Ben, on connaît, mais on sait pas comment. Ben, on connaît, mais l'origine. Puis... elle a pas de nom, nécessairement. Okay. Se transmettent dans l'air à cause des mauvaises odeurs et non qu'elles se transmettent dans l'eau à cause justement d'une piètre gestion. OK, fait qu'on pense que c'est parce que ça pue ouais. qu'on a le choléra. Exactement. Mais le docteur John Snow l'avait... John Snow? Oui. He knows something? He knows something. 10 ans avant notre drame, là, donc en 1848, il avait étudié justement les différentes zones de la ville en fonction des épicentres de la maladie, là, si tu veux. Puis il avait vraiment comme trouvé une corrélation entre les zones les plus touchées, puis elles étaient desservies par quel distributeur d'eau, là, quelle entreprise. Puis ben, il a compris que dans le fond, c'était leur gestion de l'eau parce qu'il était très proche un site de déversement des eaux usées. Ah. Donc, c'est comme ça qu'il a comme établi un peu les bases du choléra, puis que c'est un des pères de l'épidémiologie moderne. Puis, indirectement, leur point de vue que ça puait et ça donnait le choléra, c'était vrai parce que c'est là qu'il y avait le plus de cochonneries dans l'eau. Fait indirectement, juste mais que c'est pas les odeurs, la source. C'est pas une maladie qui se transmet dans l'air comme la grippe ou c'est vraiment par l'eau. Il avait remarqué une conséquence et non la source. Exactement. Justement, parlant de choléra, je fais une petite parenthèse ici pour parler d'une autre histoire, celle de la première épidémie de choléra qui a eu lieu en 1832 à Paris. OK. Tu vas voir que ça a rapidement viré politique, tout ça, puis qu'il y a des liens avec la suite de notre histoire à Londres. Donc, évidemment, on le sait aujourd'hui que les personnes plus touchées par le choléra sont souvent les tranches de population plus défavorisées. C'est dans les pays souvent qu'on dit du tiers-monde, parce qu'ils n'ont pas toujours accès à l'eau potable et l'hygiène est plutôt défaillante. Mais au 19e siècle, la cour du roi n'est pas pour autant épargnée. Casimir Perier, le président du conseil sous Louis-Philippe Ier, prend des mesures assez radicales en exigeant la désinfection des quartiers populaires, la fermeture des ruelles qui puent et l'assèchement de plusieurs points d'eau où se trouverait la maladie. Fait qu'en quelques jours... Fermer les ruelles qui puent, ça me fait très rire. Oui, moi aussi, ça m'a fait très rire quand j'ai écrit ça. Fait qu'en quelques jours, Paris est devenue une ville fantôme, comme on l'a connu, nous, durant notre confinement.
Certaines personnes vont même jusqu'à croire que c'est le gouvernement qui a mis tout ça en œuvre pour empoisonner le peuple. Et même Fait que c'est pas nouveau, ça, le monde qui pense ça. Non, des conspirations, ça existait déjà dans les siècles derniers. Et même que des gens croyaient que d'autres avaient été engagés par le gouvernement pour contaminer les fontaines et les points d'eau en tout genre là, pour vraiment propager cette espèce de fléau. Notre cher Casimir a donc décidé d'entreprendre une petite campagne de PR et de se rendre à l'Hôtel-Dieu pour rencontrer les malades ou, comme disaient les journaux de l'époque, voir de plus près la misère du peuple. Sauf que 3 jours après sa petite tournée, Casimir a été alité. Okay. Parce que oui, tu peux attraper le choléra en ayant été en contact avec une personne porteuse. T'es pas obligé d'avoir consommé de l'eau pas bonne, là, dans le fond. Fait que notre bon vieux président du conseil va connaître des semaines d'agonie, de psychose et d'inconscience. Cool. Et il va mourir là, le 16 mai de cette année-là, donc 1832. Sur son lit de mort, il va dire « Je suis bien malade, mais le pays est encore plus malade que moi. » Et il a pas tout à fait tort, je te dirais. Les quelques 1800 chiffonniers, ça c'est des personnes qui ont été engagées pour nettoyer la ville, ont fini Et non par... les nettoyer les nez des gens avec des petits chiffons là. Non, Mouche là-dedans. Là. Ben, ils ont fini par démissionner en masse puis brûler leurs chiffons de nettoyage parce que des habitants les attaquaient pour le leur voler, pour comme... Pouvoir nettoyer eux-mêmes? Ouais, genre se nettoyer eux-mêmes ou quoi. Mais ça a eu l'effet inverse, ça a juste propagé encore plus la maladie. Of course. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y avait comme aussi pas assez de cercueils pour enterrer les défunts. Les gens mouraient en masse. Puis le choléra, comme c'est très rapide, là, tu peux mourir quelques heures après l'apparition des premiers symptômes si t'es pas pris en charge. Là. Ouais, vraiment. Puis je pense même encore de nos jours... Oui, il y a encore des cas. Là. Oui, ben surtout en Afrique, là, dans les pays peu développés, en Asie aussi un petit peu. C'est une maladie qui vient d'Asie, de base. T'es sûr? Oui. Parce que, en tout cas, moi, je c'est ça que j'ai lu, là. Ouais, ça se peut. Moi, dans le Bengale, là, dans ces eaux-là. Ah, OK. Ben, en tout cas, on s'en reparlera. Ah, écoute, on revérifiera, là, mais j'ai lu sur plusieurs sources que ça venait du côté de, comme, Asie du Sud-Est, Bengale, choses comme ça. Puis que, justement, en 1832, le monde sont choqués parce que c'est la première fois qu'ils sont en contact avec cette maladie-là. OK. Non, mais ça se peut... Ce qui n'avait pas été le cas. Puis là, ben, en ce moment, c'est surtout en Afrique qu'il y a des épidémies de choléra. Puis il y a des... Souvent, comme ça peut aller jusqu'à 140 000 morts par année, là, dépendamment des années et des endroits où il y a des sites d'épidémie. Et tout ça pour dire que je sais plus où est-ce que je suis rendue. Donc oui, c'est ça. Les gens mouraient en masse. On n'avait plus assez de cercueils pour enterrer les défunts. Bref, tout allait mal, sauf pour le roi Louis-Philippe, qui, lui, semblait pas plus triste que ça que Casimir Perier soit mort, dans le sens où il a dit « L'avenir de la monarchie constitutionnelle n'est pas attaché à la mort d'un homme quel qu'il soit. » Il a pas tout à fait tort. Là, tant que le roi est pas mort... On s'en fout, dans le fond. Ben, tu sais, dans le fond, c'est que la Terre peut pas arrêter de tourner pour autant, tu sais, s'il y a une personne de pouvoir qui décède, là, il est comme... Mais il y a un problème de choléra majeur, fait que d'autres, c'est pas le problème de Casimir, là, c'est tout le reste. Là. Mais c'est surtout qu'en fait, il avait envie de régner en solo. Fait que Casimir soit plus là, ça le dérangeait pas tellement. T'as pas payé nice. Sauf que les jours ont passé, puis il y a de plus en plus, il craignait une insurrection. Et de fait, il y a eu quand même des escalades de violence. Oui, c'est ça. Donc, il a fini par nommer un nouveau président du conseil là, après quelques semaines. L'épidémie s'est éteinte petit à petit là, durant l'été dans la capitale française pour frapper ensuite le sud de la France. Il faisait atrocement chaud et pour rester hydraté, les gens se jetaient sur les tomates et les melons là, parce que c'est des produits frais. OK. Puis, l'un des principaux symptômes du choléra, c'est la diarrhée. Fait qu'étant donné cette surconsommation de tomates et de melons, les médecins de l'époque pensaient qu'il y avait juste comme une indigestion collective, de genre le monde mangeait trop de tomates puis de melons. Fait chier, fait qu'ils pensaient que c'était juste... Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça, on pensera pas tout de suite au choléra parce que forcément, ben, on connaît pas vraiment la maladie. Sauf que du monde qui meurt en masse rapidement de même, c'est pas normal, là. C'est pas le cas d'une indigestion habituellement. Fait que, à tel point qu'on va retrouver des meurtres de corbeaux en train de picorer des cadavres un peu partout en Provence pendant cette période-là. Fait que d'après moi, les Anglais, qui ont aussi connu le choléra à la même période, mais pas aussi pire qu'en France, ils en sont quand même restés traumatisés. Puis quand ils ont vu l'état de la Tamise, donc dans les années 50, là, 1850, ils ont fait un +1, puis ils se sont dit comme, OK, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, le chimiste et physicien Michael Faraday, lui, oui. En 1855,
1935, après une balade en bateau, il a envoyé une lettre au Times disant « La Tamise est un fluide brun, pâle, opaque, de matière fécale et de déchets industriels. Si nous négligeons ce sujet avant longtemps, une saison chaude nous donnera la triste preuve de la folie de notre insouciance. » Qu'est-ce qui s'est passé entre juin et août 1858? Tout le monde est tombé malade? Ben oui, mais il y a eu une canicule. Ah oui, effectivement. Ben, ouais, je suis allé trop vite à la conclusion. C'est là. ça. Ben pas une petite à 35-36 degrés, là. Non, on parle plutôt de pic à 48 degrés, là. Oui, fait que là, pendant ta 3 merde mois. macère, là. On l'a connu l'été passé durant nos vacances dans les Balkans. Quand il fait aussi chaud, aussi longtemps, le niveau de l'eau baisse. Il y a des cas de sécheresse. C'est ce qui s'est passé avec la Tamise en 1858. Et ironiquement, cet été-là, il n'y a pas plu à Londres. Ou pratiquement pas. Un effet très rare. Ce qui fait que les matières résiduelles, en particulier des déchets, des carcasses d'animaux, des restes humains et des sels accumulés depuis des années, se sont retrouvés sur les berges en plein soleil. Oui, William, il y avait du caca qui fermentait et bouillait dans tout Londres pendant 3 mois. Fait que je comprends automatiquement la grande puanteur tout d'un coup, là. Ben, c'est ça. Je sais pas toi, là, mais moi, je suis assez sensible aux odeurs. Genre, quand tu te fais du poisson, je regarde pour déménager et j'exagère à peine. C'est vrai. Sans blague, une odeur trop forte, ça peut me donner mal à la tête et même parfois la nausée. Bref, vous me verrez jamais travailler dans un magasin lush, même si j'adore leurs produits. C'est juste que mon corps le supporterait pas. Puis, ben, c'est la même chose pour Londres en 1858. D'après la légende, les gens qui osaient s'approcher du fleuve perdaient connaissance tellement l'odeur était terrible et saisissante. Évidemment, ce serait pas si le fun si cette grande puanteur était juste un problème d'odeur qu'on aurait pu régler à coups d'avion Febreze, là. Ça sent le choléra. Non, ça a entraîné ça a entraîné une série de maladies dont la diphtérie, le scrofule et évidemment le choléra. Puis la population, comme les médias dénonçaient l'inaction du gouvernement, évidemment, c'est que le gouvernement, il craignait le coût des travaux qu'il y aurait à faire pour corriger la situation. Fait que, les choses ne changent jamais. Non, c'est ça. Plus l'histoire avance, plus elle se répète. Sauf qu'un bon jour d'été, la reine Victoria et le prince Albert ont eu envie de faire une petite croisière sur la Tamise. Peux-tu te dire qu'ils ont viré de bord assez vite, merci, rendu au quai? Ils ont pas trippé de se baigner dans la merde? Ils étaient incapables d'embarquer sur le bateau tellement c'était épais. Puis en parallèle, le palais de Westminster venait tout juste d'être reconstruit après un incendie qui l'avait ravagé en 1836. Westminster, c'est situé sur le bord du fleuve. Fait que, mettons, il allait pas souvent à Westminster. Ben, en fait, c'est là que les parlementaires se réunissaient pour faire leur travail de parlementerie. Fait que là, ils ont bien senti, là, dans tous les sens du terme, que la situation ne pouvait pas rester comme ça. Fait qu'en 18 jours seulement, ils ont octroyé 3 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 208 millions de dollars canadiens actuels au Metropolitan Board of Works pour effectuer les travaux. Évidemment, bon, les travaux ont coûté genre 10 fois plus cher que prévu, ils ont pris une quinzaine d'années, mais tout de même, ils auront permis de construire un système d'égouts qui est toujours en fonction aujourd'hui à Londres. Fait que la morale de l'histoire, si vous avez des revendications à faire au gouvernement, il faut s'assurer qu'ils se mettent dans vos souliers pour espérer qu'ils agissent. Je vous laisse aussi sur un fun fact plus ou moins le fun. Dans les années 50, la Tamise a été déclarée biologiquement morte. Heureusement, la ville a mis plusieurs efforts dans la restauration de la biodiversité. Et tel un phénix, le fleuve a ressuscité en 2021, abritant aujourd'hui des centaines d'espèces sauvages, dont des phoques, des hippocampes et même des requins. OK, mon Dieu, fait que baignez-vous pas dans Tamise, les chums, si vous tenez à votre vie. Ouais, c'est ça. Avant, c'était pour d'autres raisons, mais là, il y a des requins. Mais écoute, c'est tout récent comme revivage. Très, très, très récent. Puis je pense que la pandémie, tu sais, le fait qu'il y avait beaucoup moins de monde dans la ville, le confinement, veut pas, ça l'a aidé. Là, on l'avait vu aussi à Venise. Je pense qu'il y avait eu des dauphins dans les canaux. Là, donc, clairement que ça l'a aidé à cette restauration un petit peu de la biodiversité. Ben, tant mieux. Fait que, morale de l'histoire, c'est ça. Faites attention à votre eau. C'est un bien très précieux. Belle morale. Belle Merci. Morale. Aujourd'hui, on a une thématique histoire, mais aussi égout, apparemment. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, Hélène, je vais parler de mon sujet. Hein. J'y arrive tranquillement. Ben, ce serait le fun. Là. Ben, c'est ça. J'allais dire que t'es engagé pour ça, mais t'es pas payé. Je suis engagé gratis pour parler de ce sujet que je suis encore une fois tombé dessus sans faire exprès, comme à chaque fois. Tu sais, quand une lecture mène à une autre, puis une autre, puis une autre, ainsi de suite, pour révéler quelque chose d'encore plus intéressant. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Là. Oui, exact. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux m'excuser parce que j'ai un peu menti en début d'épisode. J'ai dit que je parlerais des rats, du grand massacre de rats.
Ouais. Mais pas juste de ça. Genre, mettons 50% du temps, ça va être C'est ça. correct, là, moi j'ai parlé du choléra à Paris là aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça va mener à autre chose, plus précisément à l'effet Cobra. Ok. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi. C'est pas tout à fait le même animal, ça. Exactement, c'est pas le même animal, mais tout est lié, je vous le promets. Puis, je vous invite à suivre le parcours que j'ai suivi lors de mes lectures. Donc, on va commencer par les rats qui vont nous mener au Cobra. D'accord? Ok, parfait. Donc, commençons par le sujet initial, soit le grand massacre de rats de Hanoï de 1902, qui n'est pas le titre d'un film d'auteur, mais bien un événement survenu, attention, à Hanoï en 1902. Hein? On se comprend? Hanoï au Vietnam, là, pour ceux qui le savent pas. Oui, mais Hanoï ne fait pas encore partie du Vietnam Non. à ce moment-là. C'est quoi, c'est l'Indochine, là? Pour la simple et bonne raison que le pays n'existait pas. À l'époque, ce qu'on appellera le Vietnam lors de son indépendance en 1945 faisait partie d'un empire colonial français nommé Indochine française, effectivement. Pour votre information, cet empire englobait le Vietnam, le Laos, le Cambodge, ainsi qu'une portion de la province de Guangdong en Chine. Je me dis que je ne devais pas être le seul qui savait pas trop c'était quoi complètement Ben non. l'Indochine, outre le ban derrière J'ai demandé la Lune. Là, tu sais. Tout ça pour dire que lorsque la France a pris le contrôle de la ville d'Hanoï en 1882, les Français trouvaient que c'était moche à souhait. OK. À l'époque, la ville était constituée de 36 rues, chacune spécialisée dans un métier différent, entrecoupé de temples et de pagodes. Personnellement, je trouve ça nice, mais les Français, eux, étaient fâchés, parce que j'imagine... Parce qu'ils sont français. Ils sont français. Pour eux, ça avait juste l'air d'un ramassis de villages délabrés. Fait que, ils se sont donné comme objectif de transformer Hanoï en ville de style français parce que rien de tel que d'aller dans un autre pays et dire que ça ressemble pas assez à chez vous. Ouais. Donc, ils ont démoli la vieille citadelle et quelques temples parce qu'il fallait faire de la place pour les quartiers français. Hein. On peut Ils pas aiment ça, construire. les citadelles, les Français. Ouais, mais ils en ont reconstruit un autre après. Ah, ben oui, OK. Plus à leur standard. Mais c'est ça. Enfin, ils pouvaient avoir des larges boulevards, des villas coloniales et des jardins. Tu sais, de quoi qui ne clashent pas du tout avec le reste. À ça, ils ont rajouté un Qui hôpital. attire pas du tout l'attention. là. Non, c'est ça. Ils ont acheté la nouvelle citadelle, un hôpital, une cathédrale, un pont. Ils ont investi dans la ville, tout de même, c'est pareil. Ouais, quand même, s'il n'y avait pas d'hôpital puis ils n'ont construit un, ça, c'est Ouais. quand même bien. Bon, certains diraient que 90% de la population vit encore dans le vieux quartier, puis que c'est seulement le tiers de la ville, puis que les Français sont tout seuls dans leur gros coin super riche. Mais ça, hein, c'est un détail. Non, mais ça, c'est juste le colonialisme. Exactement, parce que avec tous ces grands projets pour la ville d'Hanoï, éventuellement, un des plans des Français était de construire un énorme système d'égouts servant de symbole de la modernité française, ainsi que garder les quartiers français plus propres que le reste. Parce que oui, c'est ça, faut vraiment rester le Ouais, mais plus c'est quoi, ils ont colonialiste parfumé, possible. Non, ils ont fait des égouts, mais juste dans leur bord de la ville. OK. En gros, ils ont construit 19 km d'égouts dont la majorité était sous les quartiers français. Donc, il y en avait encore dans la vieille ville, mais probablement que c'est juste pour une façon plus facile d'enlever tous les excréments du quartier français puis les mettre de l'autre bord de façon dégueulasse. T'sais. Les égouts auront un impact positif et un impact négatif. Le positif, c'est que les égouts ont permis de combattre le choléra. Hein, bravo. effectivement. Fait Ouais. que, Ils ont appris. moi, ce que j'avais lu, c'était que c'était les Français qui avaient amené le choléra en Asie. Fait que peut-être que c'est Mais un peut-être mix qu'ils and l'ont match. ramené ou genre que c'est une souche différente. Peut-être ou que quoi. c'était à quelque part de l'Asie, puis les Français, en se promenant partout, ils l'ont amené, ils l'ont spreadé un peu plus. Probablement. Ça se peut. L'impact négatif, tu le devineras par le terme de mon sujet, c'est les rats. Oui. La raison pourquoi les égouts sont souvent l'endroit parfait pour eux et pour les tortues ninja, c'est que de un, ils ont aucun prédateur naturel dans les égouts. Et que de deux... C'est difficile de se construire un environnement viable dans du caca, là. C'est ça, c'est juste des rats qui réussissent à le faire. Puis de deux, c'est parce que s'ils avaient faim, les rats, à l'époque, encore aujourd'hui, mais plus difficilement, ils pouvaient tout simplement remonter les tuyaux jusqu'aux appartements luxueux des Français remplis de nourriture. Cool, hein? Comme l'objectif initial des égouts était de la propreté, les Français, ils appréciaient pas beaucoup que des moustaches viennent leur chatouiller le troufion lorsqu'ils étaient sur le trône, hein? Tu comprendras? Je vais avoir peur d'aller aux toilettes, là. Non, mais les égouts, de la façon qu'ils sont faits maintenant, les rats ne remontent plus. Je sais. Mais il y avait de quoi, genre dans Légende urbaine ou... Oui. Tu sais, cette émission-là qui était sur... c'est quoi, c'était sur Canal Z ou Canal D? Avec là? Frédéric Pierre, là. Ouais, c'est ça. Exactement, c'était à Canal D. Il y avait une histoire genre de même. Ou Quoi, des ou serpents. C'était une madame, je pense. Non, c'était une autre affaire. C'est ça.
C'était une madame qui était sur un bateau, puis genre, elle est allée aux toilettes, mais comme à cause d'une force quelconque, son intestin a été aspiré, genre, dans la C'est toilette. zéro la même histoire, par contre, là. Mais Un non, rat mais puis elle des était sur la intestins. toilette, pis tout ça, pis ça m'avait traumatisée. Je suis comme, je pourrais plus jamais aller aux toilettes de ma vie, là. Ben, écoute... Mais finalement, je suis retournée, là, je vous rassure. Ben, je suis pas constipée depuis j'imagine. 2004, là, parce que Mais, sinon... en tout cas, revenons à nos rats. En tout cas... J'étais confuse. Ben oui, parce que, en tout cas... outre la mauvaise surprise à 2h du matin que le rat vienne dans ta toilette sans que tu t'en rends compte ou que tu marches, on se rappelle aussi que les rats sont porteurs de maladies, et plus précisément à l'époque de la peste noire. Parce que on a parlé de choléra, mais la peste noire existe toujours et peut être portée par nos amis les rats. Parce que oui, à la fin du 19e siècle, la Chine a quelques problèmes avec cette belle maladie remplie de pus. Comme les Français commerçaient alors avec la Chine, des rats porteurs de la maladie arrivaient à Hanoï par bateau et par train pour se joindre au nombre déjà trop important là, de rats dans la ville, dans les égouts. Je vois ta face de dégoût, mais regarde, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. T'as rien dit, ben je te vois. C'est curé. La panique a donc pogné, puis en avril 1902, le gouvernement a ordonné qu'on chasse les rats de la ville. Comme la population n'avait pas nécessairement comme passion de capturer des rats, ils ont annoncé du même coup qu'ils donneraient 1 cent pour chaque rat tué. La façon que le système de primes fonctionnait, c'est que tu devais simplement apporter la queue des rats au gouvernement pour pas avoir à traîner un gros moton de rat, juste les queues, c'est plus facile à mettre dans un sac, j'imagine, là, qu'un gros rat. C'est quand même dégueulasse. C'est très dégueulasse, mais c'est ce qu'ils devaient faire pour prouver qu'ils avaient tué des rats. Mais non seulement il fallait que les tue, il fallait que les démembre. Oui, effectivement, c'est ça. C'est un autre crime, ça, là. Bienvenue en 1902. Le programme a initialement été un succès parce qu'on rapporte que les chasseurs de rats ont tué 7985 rats à la fin du premier mois. Rendu en mai, les chasseurs étaient rendus top-notch, puis on disait qu'ils réussissaient à en éliminer plus de 4000 par jour. Arc. Je sais pas pour toi, mais il y a un petit problème d'infestation quand t'es rendu à 4000 par jour. Hein? En juin, on était rendu à 10 000 par jour, avec un record de 20 112. Attends, ça a duré combien de temps, cette histoire-là? Plusieurs mois. Donc, un record de 20 112 en une journée le 21 juin qui ont été rapportés d'avoir été éliminés. C'est une information... Y avait-tu des rats avec 2 queues, mettons, ou quoi? Je sais pas. Je sais Essaye pas. de me rassurer, là. Cette information est cependant à prendre avec des pincettes parce que la prise de données à l'époque était relativement efficace, surtout qu'elle était rendue à des dizaines de milliers. Là. Mais encore aujourd'hui, les recensements sont très boboches, là, fait que j'imagine même pas à l'époque. La paperasse devait être un peu désorganisée, fait qu'à prendre avec des pincettes, mais il devait y en avoir plusieurs milliers quand même par jour dans tous les cas. Avec autant de rats en moins, on rapportait quand même que le nombre de décès causés par des maladies transmises par des rats diminuait, hein, fait que quelque chose de positif. Mais la population de la ville ne voyait pas de différence sur la population totale de rats. Parce que, je sais pas, là, ils se reproduisent comme des petits pains chauds, comme on dit. Oui, c'est comme des petits pains chauds. Je sais pas d'où ce qui sort cet accent-là, mais en tout cas. C'est ça. C'était quand même un problème qu'après des milliers tous les jours, il y ait autant de rats. Mais il faut dire que ça doit pas être super motivant chasser des rats hein, à l'époque, parce que faut se rappeler, comme tu parlais tantôt, il y a plein de maladies qui se promènent dans ces eaux-là, puis eux, ils doivent se promener là-dedans, puis il y a aussi d'autres animaux dangereux comme des serpents, des araignées et des rats pleins de peste. Je sais, ça t'écoeure. Non, mais c'est parce que j'imagine juste quelqu'un se promener dans des maladies. C'est ça, ben c'était un peu ça leur genre, job. Ça m'écoeure puis ça me fait rire en même temps. Mais tu sais, je suis pas germophobe, là, mais c'est beaucoup de... C'est beaucoup de choses. Une chance, j'ai mangé il y a un bout. Fait que c'est ça, fait que vu qu'il y avait des conditions de merde en juillet, donc je te rappelle, ça a commencé en avril, ils ont demandé s'ils pouvaient augmenter leur salaire à 4 sous le rat, vu que c'était quelque chose d'assez exigeant. J'ai pas trouvé si la demande était acceptée. Mais c'était trop cher. Mais force est d'admettre que non. Ceci aurait donc peut-être pu voir la fin de l'intérêt des chasseurs, hein, de fait que ça n'avait pas été accepté. Mais on a plutôt vu un revirement de situation. Vois-tu, malgré les conditions de merde, ça restait une business. Et si on ne peut pas avoir un plus gros montant pour chaque rat, il faut quand même qu'il reste des rats si on veut être payé. La pas du gain. Oui, ben c'est là que certains d'entre vous m'ont peut-être vu venir. Non seulement le temps avancé, on ne voyait pas la population de rats diminuer, mais la population s'est mise à remarquer des rats sans queue se promener à travers la ville. Je le savais. Les chasseurs de rats s'étaient mis à leur amputer leur queue, mais en les laissant s'échapper parce que comme ça, ces rats-là, pas de queue, pouvaient avoir d'autres bébés rats à qui ils pouvaient couper la queue. Ah mon...
C'est tellement cruel. C'est cruel, ingénieux, mais ça l'aide pas le problème Oui, de mais rat dans la vie. l'être humain, quand il veut user de cruauté, il peut être très ingénieux. C'est ça. Fait que oui, il y a de la cruauté animale, mais Oui. en même temps, c'est une infestation, il y a vraiment un problème majeur. Mais si c'était pas assez terrible comme ça s'arrête pas là, parce que non seulement les personnes chargées de faire diminuer la population de rats ne les éliminaient pas, hein, parce qu'ils faisaient juste couper les queues, mais ils se sont même mis à faire augmenter le nombre de rats dans la ville, parce que selon certains rapports, on aurait découvert que des chasseurs avaient leur propre petite ferme de rats. Donc, ils faisaient se reproduire entre eux, et après, ils les amenaient illégalement à l'intérieur des murs de la ville pour qu'il y ait plus de rats présents. Et donc, qu'ils puissent continuer leur business. Puis après, on se demande pourquoi il y a du monde qui pensait que les autres contaminaient l'eau pour le gouvernement pour empoisonner le petit peuple. Ben, c'est pas le gouvernement, c'est juste des gens qui voulaient Non, leur mais propre je sais, poche. mais je veux dire, tu comprends que le monde peut faire un plus un, là? Ben, c'est... Quand t'es habitué d'être un crosseur, tu t'imagines que les autres sont crosseurs aussi. Tu comprendras donc, Hélène, que le programme a été un échec lamentable et plusieurs autres instances de cas de peste noire sont arrivées dans la ville après la fin de celui-ci. L'histoire ne dit pas par contre si la population de rats a finalement été contrôlée d'une autre façon avec les années, mais peut-être vraiment plus l'histoire du fait que c'est un programme qui a échoué. On souhaite à la population d'Hanoï que ce soit moins pire de nos jours, mais chose est sûre, c'est qu'un programme de la sorte ne reviendra jamais en ville. On espère, en tout cas. Peut-être te dis-tu justement, Hélène, que la personne ayant mis au point ce programme a eu des conséquences sur sa carrière politique. Ah non, je pense même pas. Ben, tu sais, il faut bien que quelqu'un prenne le blâme. Oui. Mais non. Parce ça. que sache que le gouverneur de l'Indochine ayant eu cette brillante idée était Paul Doumer, un homme politique français qui est finalement devenu président de la République française en 1931. Ouais, c'est ça. Crosser le système et... Ben lui, il n'a pas crossé le système. Il il n'était pas responsable de juste couper les queues ou quoi que ce soit. Il a juste fait un programme de merde qui a coûté une fortune à l'État puis qui a empiré une situation. Mais c'était pas son intention initiale. C'était pas son intention initiale, mais c'est bien que le monde sont imbéciles là, au point d'inventer des façons justement de crosser le système. Ben, on va y arriver d'ailleurs à ça. De ce genre de programme-là. Mais avant toute chose, sachez qu'on pourrait dire qu'il a fini par payer le prix parce qu'il est mort assassiné 10 mois après être devenu président à l'âge de 75 ans, tué par un immigré russe pour, selon Wikipédia, des raisons confuses. Attention, là... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des raisons confuses? Je sais pas, mais ça me fait très rire de lire ça. Fait que je voulais le partager. C'est des raisons de santé mentale ou de le quoi, gars, mais il était pas clair. Vu que c'est dans les années 30, il fallait pas en parler, fait qu'on va dire des raisons confuses. Quelque chose comme ça. Mais là, attention, c'est ici que survient le changement de sujet promis au début de ma partie pour parler, entre autres, des cobras. Parce que ça mange des rats? Non, parce que ce qui est survenu à Hanoï en 1902, c'est pas un cas isolé de politique ayant un résultat inverse à celui escompté. Mais non. Et oui, il y a un terme spécifique pour ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle communément un incitatif pervers ou l'effet cobra. Ça veut dire qu'il y a une histoire avec des cobras... qui est sensiblement la même que celle des rats, mais j'ai appris son existence après celle des rats, puis celle des rats était plus rigolote. Mais l'effet cobra est inventé par un économiste allemand, Horst Sieber, alors qu'il parlait d'une situation quasi identique en Inde. Le gouvernement britannique était inquiet du nombre de cobras à New Delhi, parce que oui, les Britanniques étaient en Inde, hein, parce que... Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent à New Delhi, là. Le nombre de cobras, le nombre de personnes, toutes, là. Il y a beaucoup trop de monde dans cette ville-là. Ben c'est ça, s'il y a beaucoup de monde, il y a plus de chances qu'ils se fassent mordre par des cobras. Donc, ils ont décidé de verser une prime pour tous les cobras morts rapportés. On a donc retrouvé là aussi des éleveurs de cobras. Donc, le programme a finalement été scrappé. Mais quand c'est arrivé, ben, ces éleveurs-là, ils ont libéré leurs cobras d'élevage dans la ville, augmentant le problème initial. Donc, oui, tu disais, ils pouvaient bien s'en douter que le monde est imbécile puis voudrait crosser le système ou que son programme pourrait mener à des conséquences autres. Ben, s'il y a un nom pour ce genre d'effet, c'est qu'il n'y en a pas juste deux des exemples de programmes qui ont viré de bout pour bout comme ça. Donc, bien entendu, je vais terminer cet épisode en vous citant d'autres exemples en rafale, histoire qu'on rigole un petit coup. D'accord. J'espère qu'on va rigoler. Il y en a des plus drôles que d'autres, disons. Il y en a des décourageants. En 2002, voulant éradiquer la production d'opium à travers le monde, le gouvernement britannique a offert aux fermiers de coquelicots d'Afghanistan 700 $ pour chaque arpent de terre en échange qu'ils détruisent leur culture de coquelicots. Parce que, ouais, je sais pas s'il y a juste moi qui étais con, mais je savais pas que l'opium, ça venait des coquelicots. Mais c'est ça, j'allais dire, je savais pas non plus. C'est logique quand tu penses au nom en anglais de la fleur qui est poppy. Poppy, opium.
Ah, ok, ouais. Mais voilà, ça vient de la sève du coquelicot. C'est cette fleur-là qu'on utilise pour se remémorer le 11 novembre. Regarde, je suis pas responsable de tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que les fermiers afghans ont, en réaction à cette offre de 700$ pour chaque hectare, en ont planté plus. Histoire d'en enlever plus pour Exact. faire plus d'argent. Mais oui, c'est sûr. Exactement. Puis il y a certains petits génies qui ont d'ailleurs récolté la sève des coquelicots avant de les détruire. Fait comme ça, ils ont été payés 2 fois. Une fois pour l'opium, puis une fois pour la destruction de leur fabrication. Donc, les British ont payé dans le beurre, puis ça n'a pas réduit la fabrication d'opium. Un autre exemple, aux États-Unis, en 2021, on a passé un acte pour que les produits contenant du sésame soient identifiés, un peu comme peut contenir des noix. Ouais, logique. L'objectif étant bien entendu d'aider les personnes allergiques au sésame à identifier ce qu'ils pouvaient manger sans mourir. Hein. C'est une bonne chose quand même. Petit problème par contre, c'est que les exigences strictes pour s'assurer que les produits n'en contiennent pas dû à la contamination croisée ont fait que c'était plus simple et moins cher d'ajouter du sésame comme ingrédient à leurs produits que de s'assurer qu'il n'y en avait pas. Résultat, il y a désormais moins de produits ne contenant pas de sésame sur le marché, augmentant le risque des réactions allergiques avec des produits qui étaient précédemment sécuritaires. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont des allergies. Oui, ça doit pas être facile, puis surtout avec des réglementations comme ça qui... oui, ça l'aide parce qu'au moins c'est marqué maintenant, mais ça réduit les options. Toujours aux États-Unis, le gouvernement voulant préserver les constructions historiques ont passé une réforme des taxes en 1976, faisant que les propriétaires de maisons qui les démolissaient perdaient des avantages fiscaux à la fin de l'année sur leur terrain ou leur maison. Ouais. Ceci a alors augmenté indirectement le nombre d'incendies criminels, histoire qu'ils pouvaient démolir les immeubles, mais sans les démolir eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas de conséquences financières. Mais c'est ça, la loi a été modifiée peu de temps après pour éviter ce loophole, parce que c'est ça. Mais il y a encore des gens aujourd'hui là, qui veulent brûler leurs affaires pour les assurances puis tout. Effectivement. Et là là. Et puis, un dernier encore aux US, alors qu'ils ont décidé de payer les travailleurs fabriquant les premières tracts de chemin de fer pendant le 19e siècle par le nombre de milles de tracts de chemin de fer installés. Ouais. Ça a résulté au fait que les syndicats des travailleurs ont fait allonger des sections, ajoutant entre autres des boucles sur les tracts. Hey, eux, ils ont fait des points aux aventuriers du rail. Oui, puis c'est ça. Le gouvernement a payé dans le beurre en faisant des chemins beaucoup trop longs. C'est sûr. Ceci étant dit, c'est pas juste dans les autres pays qu'on peut se faire cobra, parce que je viens d'inventer le terme se faire cobra. C'est possible aussi au Canada. Non, on n'est pas mieux que les autres. Là. C'est notamment ce qui est arrivé lorsqu'on a enlevé la possibilité au début des années 2000 de faire une demande d'asile aux douanes entre le Canada et les États-Unis quand on venait d'un autre pays. Tu ne peux pas faire le double demande d'asile. Ouais. Ça l'a éventuellement mené aux migrants qui passaient par le chemin Roxham. Exactement. Donc, l'objectif, c'était de réduire le nombre de gens qui venaient faire une demande d'asile de cette façon-là. Mais ça l'a augmenté drastiquement parce qu'ils passaient par le chemin, puis une fois sur le territoire, on ne pouvait pas refuser une demande d'asile. Donc, des milliers de personnes de plus sont venues sur le territoire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'était clairement pas l'objectif du gouvernement. Les gens vont toujours trouver un moyen d'arriver à leur fin, peu importe. Là. S'ils ont une idée en tête, là... C'est ça. Puis au moins, quand ils passaient aux douanes, tu pouvais refuser ou accepter la demande. Tandis que là, ils n'ont pas le choix d'accepter chacune des demandes. Ben là, plus maintenant parce que le chemin est fermé. Là, mais pendant quasiment 15 ans, ça a été le cas. Là, Un autre exemple tout simple, tout près de nous, celui de la PCU. Oui. On se rappellera qu'il y avait des personnes au salaire minimum qui se voyaient plus avantagées à rester sur la PCU que de retourner au travail. Donc, c'était pour aider les travailleurs, puis finalement, ça le nuit au système pendant un certain temps, avant tous les remboursements d'impôts et tout, mais quand même, ça rentre dans cette catégorie. Ah non, il y avait tellement de monde qui abusait du système, là, pour vrai, là, durant cette période-là. J'en connais, là, puis j'étais comme, t'as la chance d'avoir une job, là. Moi, j'ai pas cette chance-là, honnêtement, là, puis être au chômage, je pense que ça a été là, comme une des périodes les plus difficiles de ma vie, là, pour vrai. Oui, c'est pas évident. Je suis bien d'accord. Mais sinon, pas obligé d'utiliser des exemples très précis. On peut y aller de façon générale et je pense qu'on va tous s'y retrouver. Et je vais conclure avec ces titres d'exemples-là. Par exemple, les quotas d'arrestation chez les policiers ou de tickets qui peuvent mener à des conséquences comme des arrestations injustifiées ou des tickets pour rien. Non nécessaires. Donc, c'est pour réduire les crimes, mais finalement, ça l'aide pas nécessairement. On appelle ça de l'abus de pouvoir. Exact.
On peut aussi penser aux écoles avec des examens standardisés. Ça peut finalement mener à des professeurs qui enseignent juste qu'est-ce qui est à l'examen, plutôt que de favoriser une éducation plus large et plus complète et plus utile. C'est pour essayer d'améliorer, mais au final, ça peut nuire dans certains cas. Non, mais le pire, c'est qu'ils s'en cachent même pas souvent, les profs. Là. Ouais. Moi, le nombre de profs m'ont dit « Ah, notez ça, cette question-là va être à l'examen. » Le reste, tu fais juste le supprimer de ta mémoire. Mais c'est quoi t'sais. le principe de me dire ça si tu veux pas? Comme... Ben, en même temps, ça me fait plaisir de pas prendre ma brique de 200 pages, là, mais... Mais au final, ça n'aide pas ton éducation. Sinon, dans certains pays ou dans certaines villes, les pompiers peuvent parfois être subventionnés en conséquence du nombre de feux sous leur juridiction, histoire que les départements qui font le plus de travail soient récompensés. Par contre, ça peut résulter qu'il y ait moins d'activités de prévention dans certains endroits, parce que si tu fais de la prévention, il y a moins de feux, fait que tu as moins de budget. Ouais, puis ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des pompiers qui soient allés foutre le feu. Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas là-dedans. Dans les conspirations... Non, mais c'est sûr que ça existe. C'est sûr que c'est arrivé quelque part dans l'histoire. Et finalement, on peut aussi penser au clickbait et au sensationnalisme. Le désir d'avoir des clics et des visionnements peut venir des journaux autrefois plus sérieux à maintenant favoriser le contenu sensationnel, menant à de la désinformation et des reportages biaisés. Je n'ai pas name drop, c'est toi, mais il y en a plusieurs. Et c'est ça. Fait que c'est triste de voir que oui, tu veux que les gens viennent sur ton site pour apprendre plus de nouvelles, mais au final, tu le fais au détriment de la nouvelle. Puis, tu sais, on peut dire qu'on est cordonnier mal chaussé dans le sens où on s'intéresse vraiment à des sujets très futiles, mais on n'a pas pour mission non plus d'être un média d'information. Puis on n'a pas des titres trop clickbait, là. C'est pas genre, vous ne devinerez pas le numéro 5. On parle de... on parle de sujets très niaiseux, mais justement, si vous aimez ça, ben, je vous invite à vous abonner. On est présent sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, toutes les plateformes d'écoute là, que vous préférez. On est également sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez avoir accès là, à du contenu encore plus... futile et agréable. Futile, agréable et insolite. Parce que notre vocation, c'est pas le journalisme, mais quand même, on peut apprendre ensemble. On peut avoir du plaisir. Non, mais sans blague, pour vrai, moi, j'apprends full de trucs... C'est juste avec notre sujet du jour. Moi, je sais pas là, comment ça fonctionne, les canalisations puis les égouts. Pis tout ça, là, c'est vraiment pas du tout ma spécialité. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Puis... Tu savais pas tout ce qu'on a parlé en 41 épisodes. Non, puis on apprend beaucoup sur la psychologie humaine aussi. Oui, effectivement. Fait que, bref, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour plus de contenu cocasse comme ça, où justement, vous pourrez parfaire vos connaissances. Et sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye! Bye!